Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir François Mosqueta. Bonjour. Bonjour Frédéric. Je vous reçois à l'occasion de deux événements en particulier. On pourra parler de bien d'autres choses au niveau musical, pianistique, puisque vous faites l'ouverture le 15 juin prochain du 18e festival Les Pianissimes à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, donc un village près de Lyon, avec un programme, on le disait hors micro, beau programme bien classique, puisqu'on y trouve Bach, Mozart, Debussy, Chopin. On va en parler. Et puis un autre spectacle qui lui promet énormément également, que vous donnerez aux côtés de cet immense comédien qui est Michel Vuillermoz, de la comédie française comme on dit. Spectacle autour de Mozart et Salieri, la pièce de Pouchkine. Donc il y a quand même Mozart en lien avec ces deux programmes, François Mosqueta. Et puisque on peut, avec beaucoup d'intérêt, voir des pastilles, entre guillemets, que vous postez sur YouTube, où vous parlez d'œuvres pianistiques, vous parlez de votre amour de Mozart. Est-ce que c'est parallèle à ce spectacle avec Vuillermoz, ou alors c'est un amour bien plus ancien ? Oh non, c'est pas un amour très ancien. Et d'ailleurs, en fait, j'ai conçu un seul en scène sur Mozart, dans lequel justement je parle de mon rapport, de comment j'ai découvert Mozart, comment je me suis mis à le jouer. Voilà, donc ça c'est on va dire une création 2023. Et le spectacle s'appelle Gangwolf. Et donc c'est plein d'anecdotes et puis aussi des choses plus personnelles. Donc finalement, Mozart est rentré dans ma vie, et aussi via Janine Rose qui m'a contacté pour ce Mozart et Salieri, avec ce spectacle. En fait, on va faire une adaptation musicale de la pièce de Pouchkine, qui est une petite pièce qui dure une demi-heure. Et en fait, on a rajouté... on a enlevé des petites choses, on a rajouté beaucoup de piano, beaucoup de musique, donc ça va être une manière d'amener le piano dans le théâtre, et puis le théâtre dans la musique. Voilà. Spectacle qui sera donné à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines dans le cadre du Festival de Toulouse le 11 juillet prochain, au Théâtre des Champs-Élysées le 12 novembre prochain dans le cadre des concerts du dimanche matin, justement organisé par Janine Rose. Quand on voit les œuvres qui sont mises au programme de ce spectacle, donc il y a des extraits des variations sur À vous dirai-je maman, l'Adagio Köchel 540 que vous jouerez du reste dans le cadre des Pianissimes le 15 juin prochain, la Fantaisie Köchel 374 et une gigue Köchel 574 qui est une œuvre magnifique qu'on entend très rarement. Oui, c'est une toute petite virgule en fait. Donc c'est assez rigolo, c'est une pièce très virtuose qui dure une minute ou deux, quoi, qui est vraiment très courte et qui est assez marrante, quoi. Voilà. Et alors ce programme musical qui est intégré, j'imagine, dans la pièce qui est donnée avec Michel Vuillermoz, sont des œuvres que vous avez choisies vous, ou vous avez choisi ensemble ? On a choisi ensemble. En fait, comme le projet est arrivé par Xavier Carrère, qui est producteur à France Musique et qui est un grand mordu de Mozart. On avait fait un travail de présélection avec lui, parce que c'est un érudit de Mozart, donc j'ai appris plein de trucs avec lui, c'était super. Et ensuite on a travaillé avec Michel sur la sélection des pièces, pour vraiment apporter un contrepoint aussi à la pièce de Pouchkine, donc grosso modo la pièce fait une demi-heure et il y aura une demi-heure de musique. Voilà. Mais au départ, c'est Michel Vuillermoz qui avait eu l'idée de cette pièce. Oui, je crois que c'est lui qui avait l'idée, puisqu'il l'avait montée dans un atelier de théâtre, et il avait gardé en tête de pouvoir remonter cette pièce. Et voilà, donc avec Janine Rose, ils ont remis ça sur le tapis. Vous parlez de votre amour récent pour Mozart. Moi, j'étais il y a quelques temps à un concert de l'Orchestre de Paris, puis il y avait une femme qui était là, et il devait y avoir un concerto pour piano de Mozart par un de vos confrères, et puis elle dit « Ah, mais moi, j'aime pas Mozart ». Et puis moi, je pensais que tout le monde aimait Mozart, et ça m'a à la fois intéressé, intrigué. Est-ce qu'il y a des gens justement qui viennent vous voir en vous disant « Moi, j'avais un préjugé sur Mozart, une musique enrubannée, etc. » Et puis finalement, c'est pas ça du tout. Ah moi je faisais partie de ces gens-là, complètement.
J'ai trouvé ça plan-plan, cucu, gnangnan, c'est ce que je raconte dans mon spectacle. Et finalement, j'ai trouvé petit à petit des accès pour me laisser toucher par cette musique. Parce que c'est toujours... je trouvais qu'il y avait quelque chose toujours attendu, ça commence dans une tonalité, ça finit dans la même tonalité, il y a un langage qui est très, très pur. Et moi, au contraire, j'aime beaucoup, par exemple, le jazz, donc la complexité harmonique. Je suis fan de Prokofiev, Scriabine, Rachmaninoff, Ravel, Debussy, Messiaen. J'aime cette richesse et cette variété dans l'harmonie. Et du coup, je voyais peu d'intérêt à jouer Mozart. Voilà. Et petit à petit, je me suis plongé dans cet univers et voilà. Et plus je le découvre, plus je le rencontre, en fait, plus je l'apprécie. Parce qu'il y a aussi ce problème du fait que Mozart, c'est un immense... c'est un génie. Dès qu'on parle d'un génie, les gens citent Mozart, et dès qu'on parle de Mozart, les gens disent que c'est un génie. Et donc, pour un pianiste, c'est hyper impressionnant de s'attaquer à la musique d'un génie, quoi. On se sent vraiment tout petit, complètement démuni. Qu'est-ce qu'on va faire de cette musique, etc. etc. Puis, il y a quand même un passif qui n'est pas le même qu'avec Messiaen, par exemple. Et tout au long de vos études au CNSM, au CNSM vous étiez avec Michel Béroff, Marie-Joseph Jude, et puis dans vos études avant, c'est une musique que vous avez peu jouée, Mozart ? Peu joué, en fait je l'ai travaillé, mais je crois que je l'ai jamais joué en concert, voilà, jusqu'à récemment. Donc c'est quelque chose que je travaillais au même titre que les études de Chopin, autre chose, mais c'était plutôt pour moi un moyen d'étudier, d'approfondir le langage, tout ça, mais c'était pas une musique que je jouais en concert. Alors justement, quand on va assister à un concert, on va écouter par exemple un quatuor, et il ouvre le concert par un quatuor de Mozart, et qu'on discute avec les musiciens après, ils disent que c'était quand même une idée très... Enfin, c'est toujours stressant, mais que commencer par Mozart, c'est particulièrement difficile. Bah oui, chez Mozart, en fait, on est à poil tout le temps. Donc c'est vrai que c'est très dur de commencer par Mozart. Et le moins de faux accents, la moindre fausse note, le moindre trou, ça ruine toute la phrase. Hein. Donc il y a quelque chose de... Chez Mozart, je pense qu'il faut que ça paraisse tout le temps naturel, que ça soit vraiment un langage qui soit fluide. Mais pour donner cette impression de naturel, en fait, ça nécessite une sorte de travail de fourmi, d'orfèvre pour tout équilibrer, quoi. Et alors, pour revenir à ce spectacle dont les Toulousains auront la primeur le 11 juillet, et puis les Parisiens pourront y assister le 12 novembre, et on espère dans bien d'autres villes, sans rien trop nous dévoiler, vous alternez piano et texte, ou alors il y a parfois du texte sous la musique, sur la musique c'est ça, exactement. Oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une intrication entre le texte, c'est-à-dire le texte de Pouchkine, le texte original, et la musique de Mozart, originale aussi. Voilà. Donc le texte de Pouchkine, c'est Mozart et Salieri, et votre spectacle s'appelle Mozart et Salieri, l'empoisonnement avec un point d'interrogation, d'après Alexandre Pouchkine. Bien sûr, quand on pense à Mozart et Salieri, on pense inévitablement à Amadeus Forman. C'est un film que vous aviez vu en son temps Je l'ai vu il y a très longtemps. Je crois que j'étais à l'école primaire. Voilà. Donc j'ai un vague souvenir de ce film. Et finalement, l'idée de ce spectacle, c'est aussi de rendre hommage à Pouchkine, parce que le film, c'est l'adaptation de la pièce de Peter Sheffer, qui ne parle jamais de Pouchkine. Tout à fait. Et Milos Forman ne cite jamais Pouchkine. Et quand vous lisez la première scène du bouquin, en fait, c'est la première scène d'Amadeus. Donc l'idée, c'est aussi de rendre hommage au texte. Et puis, de toute façon, ce texte, c'est une légende. Hein, donc, il n'y a jamais eu ce type de rivalité. Ça, c'est une invention complète. Et c'est génial. Hein, mais voilà, l'idée, c'est de remettre un peu de la fraîcheur, je dirais, dans
dans ce texte et puis de la musique, et de placer cette musique aussi dans un cadre qui est différent de celui dans lequel on peut l'entendre habituellement. Voilà. Alors je le disais tout à l'heure, on peut vous voir dans des passages, je sais pas comment on dit, j'ai utilisé le mot pastille qui est peut-être inapproprié, mais qui permet de voir que c'est une durée justement assez brève et très intense, puisqu'à la fois vous parlez et puis après vous jouez, vous expliquez d'abord, et puis après au piano on peut voir effectivement toucher l'œuvre de près. Comment c'est venu cette idée de faire ça? En fait, c'est venu pendant le confinement. Disons que quand j'ai terminé mes études au conservatoire, je préparais un concours international, et 15 jours avant, boum, confinement. Et donc là, ça a été, je dirais, l'occasion de vraiment se poser la question de qu'est-ce que je veux faire du piano. Et donc c'est là où finalement c'est des choses que j'avais déjà, des envies que j'avais déjà en moi avant, ont pu prendre le temps d'éclore. Et donc notamment cette envie de rendre la musique accessible à tous, c'est-à-dire de créer un marchepied, si vous voulez, pour permettre à tout le monde, et au public le plus large, d'avoir accès à ce langage. Parce que je me disais, finalement, je travaille mon piano, et j'ai mon voisin qui est de l'autre côté du mur, qui est en télétravail. Il n'a aucune idée de ce que je fais, de ce que je joue, et donc il faut... Il râle pas Non, il était très sympa, c'était mon voisin de l'époque, très sympa. Mais il n'est pas dans cet univers, il n'a pas idée de ce que je fais. Et donc il faut aussi pouvoir lui parler à ce public et donner accès à ce langage. Et donc c'est comme ça qu'est née la chaîne YouTube qui s'appelle Un pianiste qui parle. Et d'ailleurs je vais reprendre les vidéos là avec un format un petit peu différent, mais qui peut être intéressant. Je peux pas trop vous en dire pour l'instant, mais j'ai un tournage à Toulouse, à la Halograin, le 23 mai. On attend avec impatience de pouvoir le voir. Donc on peut s'abonner à cette chaîne YouTube, François Masquetta. Et alors là, jusqu'à présent, vous avez choisi Rachmaninoff, Debussy, Scriabine et d'autres. Et donc c'est au gré de vos goûts, ou alors au gré de ce que vous dites les gens peuvent attendre Non, c'est plutôt... déjà, il faut que ça rentre dans le format, donc c'est des Vous n'allez pas jouer les variations de Goldberg. Non, parce que je pense que les gens vont regarder 30 secondes de la vidéo, puis après, basta. Non, l'idée, c'est vraiment de trouver des petites pépites. Il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Le répertoire est tellement immense qu'il y a vraiment de quoi faire. Mais voilà, c'est juste moi, ce que je trouve chouette, c'est que je peux aller piocher une petite pièce, et puis j'explique, je donne quelques clés d'écoute. Je dis ça c'est pourquoi ça me touche, et puis c'est que mon avis, hein. Les gens sont pas obligés d'être d'accord, et puis des fois ils le disent en commentaire. Et alors vous faites ça aussi en public, vous organisez des concerts Oui, en fait c'est venu de là, c'est-à-dire que une fois que j'ai fait ça sur YouTube, je présentais déjà les concerts avant, c'est-à-dire comme je suis toulousain, certains amis m'appellent Francky la Tchatch, et bien ça a été assez naturellement que j'ai conçu une forme où la parole s'intègre vraiment à la musique. Voilà. Donc j'avais fait un spectacle, un premier seul en scène sur Scriabine, qui est un de mes compositeurs préférés. C'est vrai que c'est un compositeur russe, assez pointu, mystique, un peu mégalo, hypersensible. Oui, c'était pas forcément super vendeur. Pointu, je suis d'accord, mais il y a quand même une période où sa musique descend de Chopin, puis après ça va vers un univers effectivement très moderne. Mais c'est ce que je racontais dans le spectacle. Mais c'est quand même un compositeur qui n'est pas hyper connu du grand public. Et puis le contexte étant ce qu'il est, les programmateurs ont dit écoute, peut-être joue du Mozart. Voilà, c'est bien, ça plaît à tout le monde. Et moi j'ai dit non, je suis pas dans ce monde-là. Mozart c'est pas pour moi. Moi je joue Rachmaninoff, je joue des trucs lourds quoi. Je vais pas me mettre tout à coup à jouer du Mozart. Et puis finalement, c'est comme ça que j'y suis rentré d'une certaine manière. Et puis maintenant je trouve ça passionnant, et j'ai créé vraiment un seul en scène qui est vraiment conçu en fait comme du stand-up. C'est-à-dire que je donne des anecdotes, je donne mon avis, je fais
tout un tas de blagues sur Mozart et sur le rapport que j'ai en fait à Mozart, qui est pas celui d'un musicologue ou d'un esthète ou quelqu'un qui est né, qui est tombé dans ce bain dès le plus jeune âge. Et alors les gens viennent vous poser des questions après les spectacles Ouais, ça arrive. Ouais. Et c'est rigolo parce que finalement des gens qui ont toujours écouté du Mozart, ils me disent on a appris plein de trucs, et puis des gens qui connaissent pas Mozart disent mais ça me donne trop envie d'écouter. Donc voilà, l'objectif il est là, c'est de susciter l'envie, susciter la curiosité, et puis que les gens passent un super moment. Donc le 15 juin, ils vont passer aussi un super moment dans un autre contexte, puisque vous jouerez dans ce cadre du Festival des Pianissimes. Vous ouvrez avec Bach, Sicilienne et Prélude et Fugue en Do mineur. Alors, je sais que c'est un prélude et fugue du deuxième livre ou non, premier livre. Le premier, pardon, ouais. Excusez-moi. Donc Bach, Mozart, d'emblée, on est... Oui, en fait, ça c'est un programme qui est beaucoup plus classique dans la forme. En fait, c'est Olivier Boulet qui m'a sollicité donc, qui est l'organisateur de tous ces qui est le directeur artistique, un des 2 directeurs artistiques du festival, et il m'a sollicité pour un récital plus, je dirais plus traditionnel, plus classique, ouais. Ce qui est mon métier de base, qui est d'interpréter la musique. Donc je suis flatté qui me demande un récital plus traditionnel. Et mais il n'empêche que je vais présenter évidemment les œuvres un peu comme je fais sur la chaîne. C'est-à-dire que je donne des clés d'écoute et ça permet aux gens de rentrer aussi dans l'œuvre. Donc ce festival aussi, ce que j'aime bien, c'est que c'est l'occasion pour des gens qui n'ont a priori rien à voir avec la musique classique de venir et de se dire ok, je vais être accueilli, j'ai pas besoin de posséder les codes classiques, etc. Je vais me sentir bien et je vais passer un bon moment. Voilà. Et c'est ça que j'aime bien avec Olivier, c'est qu'il choisit aussi des gens selon ses propres critères. Quand ça lui plaît, quand il est touché, ok, il prend. Et c'est pas le CV ou le truc qui va tellement l'impressionner. Lui, il veut écouter. Et voilà, il fait vraiment un travail de dénicheur. Oui, il est incroyable, Olivier Boulet. C'est une curiosité et puis il découvre des talents. C'est toujours assez formidable. Et alors, donc vous avez Bach, Mozart, Debussy, Chopin. Comment vous construisez un programme ? Parce que là, c'est un programme avec... il y a la sonate de Mozart, la 11e sonate, que j'ai le 331, mais sinon, ce sont des œuvres assez brèves. Est-ce que sinon, ça correspond à votre idée d'un programme ? Ou alors, parfois, vous faites comme certains pianistes, vous jouez un gros morceau en première partie et puis des œuvres plus brèves. Non, il n'y a pas de règle. Non, pour moi, je pense que ça doit être conçu comme un menu. C'est-à-dire que si vous allez dans une gargote et qu'on vous sert un truc un peu bourratif, ok, vous savez à quoi vous attendre. Mais ce qui compte, c'est la manière dont le plat est préparé, c'est pas forcément l'intitulé non plus. C'est vrai. On peut manger un bœuf bourguignon lourd comme un bœuf bourguignon sublime. C'est vrai, mais ce que j'aime bien, c'est de proposer aussi... déjà varier effectivement entre des pièces qui sont plus légères, mais il y a aussi derrière une sorte de parcours psychologique. C'est-à-dire que quand on commence par Bach, ce que j'aime bien avec Bach, c'est que ça nettoie un peu les oreilles. C'est-à-dire que ça annonce qu'on va passer un moment spécial. Et donc ça permet de se retrouver et de se préparer à la suite. Et moi j'aime bien ça parce que ça met les gens aussi dans une certaine écoute. Voilà. Et donc après avec Mozart, on arrive avec une improvisation qui est avec un thème qui est vraiment très candide, et finalement après se développe tout le génie de Mozart, ce génie de l'improvisation avec beaucoup d'humour, du divertissement. La dernière variation, c'est juste on se marre. Moi je l'imagine s'il joue ça devant des gens puissants, il les regarde avec un sourire en coin. Voilà. Donc après, on change un petit peu d'univers, avec Debussy, Chopin. Avec Debussy, avec Chopin. Je joue les 2 arabesques, parce que souvent on entend la première qui est la plus connue, et en fait la deuxième, je trouve qu'elle mérite d'être super connue. J'aimerais bien d'ailleurs en faire une vidéo sur ma chaîne. Je la connaissais pas, elle est superbe, quoi. Il y a un petit motif qui se répète, et ça petit à petit, en fait, le thème se développe. Enfin, c'est vraiment
très chouette comme pièce. Mais alors vous ouvrez justement avec Bach, qui n'a pas écrit spécifiquement pour le piano, et dont les partitions laissent quand même une énorme liberté à l'interprète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'annotation de tempo en général, enfin il y a juste un intitulé, et puis même au niveau des nuances, il y a un choix énorme. Et puis vous arrivez à Debussy, alors lui c'est l'inverse, c'est une précision extrême dans la partition. Et pour ce qui est de Bach, je trouve qu'il y a quand même on dit qu'il y a une immense liberté, etc. Mais finalement, Bach au piano, il y a déjà beaucoup de... En fait, il y a un passif, c'est-à-dire qu'il y a une tradition. C'est-à-dire que déjà, quand les gens se sont mis à jouer Bach sur un piano moderne, c'était déjà pour certains un choc. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on essaye de retrouver les effets du clavecin sur... ou des petites épinettes, ou des instruments plus anciens, contemporains de Bach. Voilà. Est-ce qu'on essaie de retrouver ça sur un piano, de le recréer, ou est-ce que on se dit non, Bach c'est une matière et on peut l'amener autre part. Et moi je ne serais pas contre jouer Bach sur un Rhodes ou sur des claviers avec des effets, des trucs, parce que pour moi c'est une matière vivante, donc si on veut l'écouter aujourd'hui, on peut évidemment se permettre des libertés, mais c'est vrai que dans Bach, il faut faire des choix partout, et c'est vrai que chez Debussy, il est plus maniaque de la précision, parce qu'il connaît aussi les écueils et les manies des interprètes, et il veut absolument les éviter. Voilà. François Mosquetta, quand vous êtes venu au piano, c'est quoi ? Il y avait dans la famille des musiciens ou des gens qui adoraient la musique C'est une erreur complète. Je voulais faire de la trompette, parce que je crois que j'avais vu passer, une banda ou un truc comme ça. Et donc j'ai dit à mes parents, moi je vais faire de la trompette. Et puis au moment de m'inscrire, il me manquait les dents. Comme j'étais petit, j'avais pas les dents de devant. Et pour poser l'embouchure, il faut avoir ces dents. Et on m'a dit, écoute, fais du piano en attendant que les dents poussent. Oui. Et puis j'ai commencé le piano avec Michel Dru, qui est un prof adorable. Et à 8 ans, quand j'ai eu enfin des dents, on m'a dit, alors est-ce que tu veux faire de la trompette ? Non, je vais continuer. Vous étiez mordu Monsieur par Dru, le piano. il est gentil, c'est chouette, voilà. Et puis finalement, ça fait quelques années que je... Bon, la trompette y a perdu et le piano y a gagné, François Mosquetta. Je sais pas. C'est ce qu'on peut se dire. En tout cas, ça nous permet d'avoir le bonheur de vous écouter le 15 juin prochain à Lyon, ou après aussi le 11 juillet à Toulouse et 12 novembre à Paris, aux côtés de Michel Vuillermoz dans ce spectacle Mozart et Salieri, l'empoisonnement. Vous avez déjà travaillé avec des gens qui ne sont pas des musiciens, travaillé soit avec des comédiens, soit avec des danseurs J'ai travaillé avec des danseurs, oui. Le Sac du Printemps en 2 pianos avec un danseur qui s'appelle Michel Ragy. Voilà, ça c'était vraiment assez chouette. On a fait ça à Toulouse l'an passé avec Guillaume Fabre. J'ai travaillé avec des gens plutôt qui sont dans les arts plastiques notamment. Donc j'avais fait une collaboration avec la Fondation Vuitton dans l'expo Simon en taille. Il y a de quoi faire justement dans l'abstraction. Ouais, non, il y a plein de choses à faire. Là, c'était un projet pour les familles, donc on a travaillé autour des émotions, le rapport entre, comment entendre la couleur. Voilà, donc ça c'était le challenge de cette intervention. J'ai fait aussi un projet avec le musée Angladon autour de Matisse, et l'expo s'appelait Matisse ou le désir de la ligne. Voilà, et donc c'était vraiment de faire se répondre, de voir en fait l'œuvre de Matisse au prisme du piano. Voilà. Et donc le concept c'était de se dire, voilà, si on était dans l'atelier de Matisse et qu'on mettait un piano, il se passerait quoi ? Voilà, c'était ça. Mais pour le théâtre, j'ai travaillé avec Samuel Sonnet, qui m'a gentiment coaché pendant 2 heures sur mon seul en scène. Mais voilà pour l'instant mon contact avec le théâtre. Mais François Mosquetta, justement, vous parliez de la manière dont vous êtes venu au piano, qui est assez original. Mais est-ce que quand vous étiez petit, ou quoi, vous écoutiez des pianistes à la radio ou à la télé, ou des gens qui vous fascinaient
et qui vous ont marqué profondément ou pas du tout? Non, pas trop. Je suis pas dans une famille de particulièrement mélomane. Mon frère est violoncelliste, lui c'est un vrai mélomane, il est à l'orchestre d'Auvergne. Oui, donc au niveau alors. Oui, tout à fait. Et vous jouez ensemble, je crois. Oui, ça nous arrive de jouer ensemble. On a des petits projets, mais je peux rien en dire pour l'instant. Mais on n'était pas vraiment dans une famille, je pense, de mélomanes où on nous faisait écouter des trucs. Mais je me souviens qu'un jour, mon père m'avait offert un CD de Rachmaninoff. Et c'était Arkady Volodos qui jouait. Ça va, il a bien choisi votre père. Il a demandé à un conseiller il était bien conseillé. dans une enseigne connue. Et puis le gars lui a dit oui, ça, c'est très bien. Bon. Et ça a été, je pense, vraiment mon premier choc musical, quoi. Je me dis, mais comment c'est possible d'écrire un truc si puissant, voilà. Donc ça m'a vraiment donné je dirais la passion de cette musique, mais je fonctionne par à-coup. C'est-à-dire que ce CD, je l'ai écouté des centaines de fois en boucle. Et ça m'arrive de le reprendre. Parce qu'il a enregistré le 3e concerto, et puis il a aussi enregistré des pièces pour piano seul. Ouais. Arkady Volodos, à l'époque, où il jouait beaucoup ce répertoire. Maintenant, il est avec Lévin, je crois. Oui, donc le 3e concerto. Et voilà, mais je fonctionne comme une sorte d'enfant à qui on fait découvrir les dinosaures. Donc pendant 6 mois, ça va être passion dinosaure. Et puis ensuite, ça va être je ne sais quoi, les plantes vertes, et puis les moteurs d'avion, et puis etc., etc. Et donc je fonctionne un peu comme ça avec les compositeurs. Voilà. Vous n'avez jamais eu l'occasion de rencontrer Arkady Volodos et de lui dire justement Non, j'ai jamais eu l'occasion. Ça serait bien trop impressionnant pour moi de le rencontrer. Bon, écoutez, on vous souhaite à tous les deux que ça vienne. Outre le fait que c'est un pianiste extraordinaire, c'est personne aussi d'un abord formidable. Alors on va revenir à vous, François Bosqueta, mais c'est vous qui avez parlé d'Arkady Volodos et à ce spectacle Mozart et Salieri, l'empoisonnement, parce que comment vous travaillez avec Michel Vuillermoz, chacun lance des idées, parce que lui, s'il a eu cette idée, c'est qu'il aime particulièrement la musique aussi, c'est pas tombé par hasard. Ah oui, lui, il est fanat de musique. Et il connaît plein de trucs. Donc c'est hyper agréable de travailler avec lui. Comment on fait ? On prend le texte, on travaille dans le dur. Hein. C'est-à-dire, cette partie-là, tiens, moi j'imagine bien ce truc, on pourrait jouer ça. Et lui me dit, ah oui, mais ça serait intéressant justement de ne pas jouer un truc sérieux, mais de prendre le contre-pied avec les variations. Et puis le truc sérieux, on va le mettre justement plutôt à tel endroit, qu'est-ce que t'en penses ? Ah oui, mais si on fait ça, qu'est-ce qu'on joue là ? Etc. Donc on travaille vraiment, on est dans un travail de création, de mise en musique en fait de la pièce. Oui, en même temps vous faites des métiers qui sont tellement différents. Justement, quand on discutait avec un comédien, j'avais discuté avec Stéphane Varupen qui est aussi à la Comédie Française, qui lui est musicien et comédien, mais lui il est tromboniste. Il disait qu'au départ, quand il s'est orienté vers le jeu d'acteur, il était complètement paniqué parce que quand il étudiait le trombone, il avait une partition justement avec des tempos, une temporalité que vous avez, tandis qu'un acteur, lui, il est livré à lui-même. Il disait, mais j'étais paniqué parce que j'étais avec le texte, je savais pas comment je devais le dire, je savais pas à quel tempo je devais le dire. Et justement, c'est quand même des métiers pour ça qui sont vraiment très distincts. Vous avez pu en parler avec Michel Vuillermoz ou lui, parce qu'il a une grande liberté que vous n'avez pas quand vous jouez justement ces œuvres de Mozart, que vous jouez à ses côtés. On n'a pas trop parlé de ça en fait, ça s'est fait de manière très spontanée, donc on n'a pas encore abordé le côté interprétation du texte, etc. On l'a pas encore fait, on a fait ça au fil du... On ne s'est pas vraiment posé encore ce genre de questions. Mais certainement que ça je viendra. ne veux pas vous obliger à vous les poser. Non, mais ça viendra certainement parce que effectivement, là, je mets le pied dans le monde du théâtre. Oui, et j'y mets les deux pieds parce qu'il va falloir quand même donner la réplique à Michel Vuillermoz. Moi, quand j'y pense, des fois, je me dis, mais c'est une dinguerie, cette affaire. Je me retrouvais pour la première fois à donner la réplique
Oui, en un même temps, vous êtes immense porté acteur, par quoi. un immense comédien. À la limite, c'est peut-être mieux, plus c'est vrai. intimidant, mais c'est peut-être plus simple que si vous étiez avec un acteur de seconde catégorie. Ah, peut-être, je sais pas, mais c'est vrai que voilà, en tout cas pour moi c'est un super challenge et voilà, petit à petit mon parcours m'amène de plus en plus dans le côté théâtre, voilà. Bon, écoutez, c'est formidable. En tout cas, on a grande hâte de vous écouter. Donc, le 15 juin, dans le cadre des Pianissimes à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, village proche de Lyon. Et puis le 11 juillet à Toulouse, avec cette création de ce spectacle Mozart et Salieri avec Michel Villermoz. Spectacle qui sera redonné le 12 novembre prochain au Théâtre des Champs-Élysées. Donc, quand même, vous choisissez bien vos lieux. François Mosqueta, enfin c'est eux qui vous choisissent, mais Bah là en l'occurrence, oui, en l'occurrence c'est eux qui m'ont choisi et j'en suis ravi. Mais c'est vrai que sur ces 3 dernières années, j'étais beaucoup plus dans la mise en place des projets. Donc les 2 seuls en scène, un projet pour les familles qui s'appelle Le Mystère de la boîte à musique. Donc ça c'est un projet qu'on a fait avec la soprano Amélie Raison à la scène musicale. Les projets donc avec quel les musées. répertoire avec Amélie Raison? Oh, il y a de tout. Ça va de Poulenc, Roussel, Scott Joplin, Mozart. Enfin, il y a un peu de tout. Vivaldi. Enfin, voilà. Et donc c'est vrai, voilà, sur les 3 dernières années, j'ai été beaucoup plus là-dedans, et maintenant il va falloir que ces projets puissent se diffuser plus largement. Et voilà. Et ben on attend tout cela avec impatience, François Mosqueta, puis on peut en attendant regarder votre chaîne YouTube et découvrir plein de choses sur des compositeurs qu'on croit connaître, et des œuvres qu'on croit connaître aussi et qu'on redécouvre et découvre avec vous. François Mosqueta, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci à vous. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste François Mosqueta, je ne peux vous proposer de l'écouter interpréter une œuvre dans la mesure où il n'a pas encore enregistré de disque. En revanche, puisqu'on a beaucoup parlé de pédagogie dans cet entretien, je vous propose d'écouter un immense pédagogue, immense chef d'orchestre, immense musicien, Leonard Bernstein, qui dirige l'Orchestre national de France aux côtés de Mstislav Rostropovitch dans une sublime interprétation de Shelomo de Bloch. Je vous souhaite une très belle écoute de cette œuvre, une bonne fin de soirée sur RCJ.